bonjour à toutes et à tous. Nous allons pouvoir débuter ce webinaire dédié à l'intelligence artificielle et les outils Esri autour de la donnée métier. Donc, bienvenue dans ce webinaire organisé par la société Arxité en partenariat avec Esri France. Alors, pour un petit rappel sur l'ensemble des webinaires qui ont été faits par la société Arxité, cela fait partie d'une série de plusieurs webinaires. On avait débuté ces webinaires il y a quelques mois de cela sur l'introduction de l'information géographique et la stratégie de la donnée. On avait fait un deuxième webinaire, le module 1B, qui était d'aller plus loin dans la démarche de la technique du machine learning au service de la donnée. Et puis ce webinaire aujourd'hui est dédié spécifiquement à la donnée métier et au suivi, à la temporalité des données métiers sur le terrain, en partenariat avec Esri France pour aborder également tout l'écosystème des outils Esri et de l'intelligence artificielle. Alors, ici, on a un webinaire avec plusieurs enjeux. Tout d'abord, le but de ce webinaire est d'apporter un éclairage sur l'intelligence artificielle au service de la donnée métier. Ce sera la partie 1 de ce webinaire pour le suivi des territoires. Et puis, nous aborderons dans une deuxième partie tout l'écosystème Esri ArcGIS et de voir comment l'intelligence artificielle et les outils d'intelligence artificielle s'intègrent dans cet écosystème. L'enjeu, évidemment, est d'initier globalement une réflexion sur la stratégie de la donnée métier pour le suivi intensif de nos territoires. Alors, ce webinaire n'est pas interactif en live, donc vos micros et vos caméras sont par défaut coupés. Vous pouvez poser vos questions dans la partie Q&R, n'hésitez pas à le faire. En tant que modérateur de ce webinaire, je vais recenser l'ensemble des échanges et des questions que vous allez poser. Et puis, dans la dernière partie du webinaire, nous allons avoir un temps d'échange. Vous pourrez poser vos questions aux deux experts qui vont intervenir dans le cadre du webinaire. Alors, en introduction, 2 mots sur les participants, les organismes qui participent à ce webinaire. Donc 2 mots sur Arxité dans un premier temps. Arxité, nous sommes un cabinet d'ingénieurs conseils avec plus de 20 ans d'expertise dans le domaine des SIG. Nous sommes un cabinet d'une trentaine de collaborateurs entre la France et la Suisse. On a un certain nombre de références à la fois en France, en Suisse, mais également dans un grand nombre de pays en Afrique francophone, anglophone, dans la Caraïbe et en Asie centrale. Alors notre cœur de métier, ce sont les services autour des systèmes d'information géographique. On va du conseil au renforcement de capacités en passant par le développement d'outils spécifiques pour nos clients. Arxité est un cabinet qui travaille très précisément dans des outils sur mesure pour ses clients. Nous sommes un organisme de formation certifié Calliope et donc nous avons un portail de formation dédié à nos activités dans ce domaine. Et puis l'entreprise est certifiée ISO 9001, ISO 14001 avec des préceptes sur la norme ISO 27001. Donc la qualité fait partie intégrante de notre façon d'être. Au niveau partenariat technologique, Arxité est un partenaire depuis 20 ans de l'éditeur Esri. On a reçu à ce niveau un très grand nombre de récompenses autour de la technologie Esri et des outils Esri depuis 2006 et même encore en 2023 pour être resté avec Esri pendant toutes ces 20 dernières années. L'ensemble des collaborateurs, en tout cas un grand nombre de collaborateurs d'Arxité sont certifiés sur les produits Esri, certifiés à peu près à tous les niveaux technologiques de l'éditeur. Comme je le disais tout à l'heure, ce webinaire est en partenariat avec Esri France. Donc 2 mots sur l'éditeur Esri et Esri France. Esri, c'est le leader mondial incontesté des éditeurs de systèmes d'information géographique, un éditeur américain.
qui a plus de 6000 personnes dans plus de 70 pays. Et puis Esri France est le distributeur de l'éditeur américain en France et en Afrique, dont le siège est basé à Paris, avec un certain nombre de succursales en France et puis également à l'étranger, en Afrique notamment. Nous verrons tout à l'heure quels sont les outils qui sont distribués par cet éditeur et comment l'intelligence artificielle vient à l'intérieur de cet écosystème. Alors, vos interlocuteurs du jour. Je suis Fabrice Lartigou, je vais être votre modérateur pour ce webinaire. Je suis membre de la direction d'Arc-Cité. Je suis consultant Silence Système d'information géographique depuis plus d'une vingtaine d'années. Niels Hamel est un collaborateur Arc-Cité qui est data scientist et développeur. Il est le responsable du département intelligence artificielle chez Arc-Cité et il va intervenir sur la partie 1 de ce webinaire qui est dédiée donc à la donnée métier et pour le suivi des territoires. Et puis, comme je le disais, nous faisons ce webinaire en partenariat avec Esri France. Monsieur Gaëtan Lavenu, qui est responsable de la veille technologique et de la communication technique chez Esri France, interviendra dans la deuxième partie de ce webinaire autour de l'écosystème Esri ArcGIS et de l'intelligence artificielle dans l'écosystème. Alors, votre premier interlocuteur aujourd'hui est Monsieur Niels Hamel. Je te passe la parole, Niels, pour cette première partie de webinaire dédiée à la donnée métier et au suivi des territoires. Alors, merci Fabrice. Est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien mes slides et qu'on m'entend bien? Oui, ça marche. Tout va bien. Tout va bien, parfait. Écoutez, bonjour à tous. Merci pour cette introduction, Fabrice. Donc, effectivement, dans cette première partie de ce webinaire, vous l'aurez certainement compris, on va parler d'IA et notamment d'IA lorsqu'elle s'applique aux données territoriales. Donc, Gaëtan va reprendre un petit peu les éléments que je vais discuter ici, notamment par rapport aux solutions que l'IA peut nous apporter et voir concrètement comment elles peuvent être aujourd'hui actionnées et appliquées. Donc, notre objectif commun pour ce webinaire, c'est d'essayer de vous convaincre qu'effectivement l'IA apporte des solutions et des solutions qui sont intéressantes. Et pour vous présenter ces solutions, je vais essayer d'adopter pour cette première partie un point de vue métier, parce que c'est une bonne manière d'essayer d'introduire ces solutions, dans le sens où finalement les experts métiers sont souvent à la source des problématiques et ils sont aussi souvent les utilisateurs finaux des solutions qu'on peut leur proposer. Alors tout d'abord, un tout petit peu de contexte qui va aussi me permettre un petit peu de justifier l'adoption de ce point de vue métier. Donc nous, effectivement, comme vous l'aurez compris, on est un acteur prestataire dans le GIS et donc avec toute notre expérience, on a été en contact avec d'innombrables experts métiers. Donc on a travaillé dans beaucoup de thématiques, on a été confronté à beaucoup de problématiques métiers et on a constaté sur le long terme une forme de tendance, une tendance qui a tendance à se renforcer, c'est que le travail des experts métiers devient de plus en plus complexe. En effet, on leur demande de plus en plus de répondre à des politiques de gestion territoriale qui sont de plus en plus exigeantes, de plus en plus complexes, et on observe aussi une forme de diversification des problèmes qui se posent dans la gestion du territoire. Et ça nécessite de plus en plus d'avoir une capacité de suivre le territoire avec une certaine finesse, avec une intensité qui va croissante. Donc mon objectif ici, dans cette première partie de webinaire, c'est vraiment d'essayer de vous convaincre que l'IA, et l'IA plus précisément l'IA géographique, peut apporter des solutions et que ces solutions sont effectivement dignes d'intérêt pour essayer d'alléger un petit peu la charge de travail qui incombe de plus en plus aux experts métiers. Alors, je vais adopter le point de vue métier, mais je vais aussi essayer de vous introduire ces différentes solutions en adoptant un point de vue un petit peu opérationnel, en partant de la production de la donnée jusqu'à son exploitation. Et je vais essayer de vous montrer qu'à chaque étape, l'IA peut apporter des solutions qui sont aujourd'hui intéressantes dans ce contexte des expertises métiers. Donc, effectivement, on constate de plus en plus des politiques de gestion territoriale qui se renforcent, qui deviennent de plus en plus complexes, qui deviennent aussi de plus en plus exigeantes. Et les experts métiers doivent acquérir une compréhension de plus en plus fine des territoires. Et en plus, ils doivent tenir de plus en plus compte de nombreux éléments du territoire qui traditionnellement n'entraient pas dans la surveillance du territoire. Donc, sans être exhaustif, évidemment, ici, je vous présente quelques thématiques. Donc, ce sont des thématiques qui sont déjà presque classiques dans le domaine de l'IA. Donc, on peut par exemple citer le domaine de l'urbanisme qui nécessite là aussi un suivi de plus en plus fin des territoires. Donc,
il s'agit ici de mettre en place des politiques de gestion territoriale et aussi de pouvoir vérifier que ces politiques produisent effectivement les résultats que l'on attend. Par exemple, nous, on a collaboré avec une grande métropole en France où les experts métiers étaient confrontés à une problématique, c'était de repérer, de comprendre la situation des aires de stationnement à l'échelle de toute la métropole. Et dans ce contexte-là, les experts métiers étaient un petit peu démunis dans le sens où finalement, tout ce qu'ils avaient à disposition pour effectuer cette tâche, ben, c'était des opérations manuelles. On peut aussi citer le domaine des énergies, et notamment des énergies renouvelables, là, qui aussi exigent un suivi du territoire qui est assez intensif pour pouvoir effectivement vérifier que les politiques énergétiques sont correctement appliquées, en tout cas les suivre avec acuité et des chiffres. On peut citer par exemple l'exemple de déploiement de panneaux solaires. Donc ça, encore aujourd'hui, on voit beaucoup de démarches des experts métiers qui vont suivre l'évolution du déploiement des panneaux solaires uniquement à travers des documents administratifs. Donc ça peut être des permis de construire et donc qui offre une vision qui est assez lacunaire de la réalité du terrain, dans le sens où un permis de construire ne va pas automatiquement, effectivement, attester du déploiement d'un panneau solaire. Il y a aussi évidemment les thématiques qui sont associées à l'environnement. Donc, par exemple, le suivi des espaces verts dans les milieux urbains pour améliorer un petit peu la qualité de vie et la gestion des villes. Il y a un cas qui devient de plus en plus connu aussi, qui est la détection d'arbres isolés. Donc, il s'agit ici de pouvoir comprendre, d'acquérir une compréhension de la situation de ces arbres isolés. Et là aussi, ça entre dans une politique de gestion et ça permet aussi, d'une certaine manière, d'essayer d'améliorer la résilience du tissu urbain par rapport notamment au dérèglement climatique. Donc, évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive de tous les cas d'usage, hein. Il en existe énormément et de plus en plus, mais tous ces cas d'usage ont un point en commun, c'est que tous nécessitent de plus en plus un suivi intensif du territoire. De plus en plus aussi la production de données qui sont de plus en plus pointues et de plus en plus focalisées sur des éléments précis du territoire et qui, en plus, nécessitent que ces données soient mises à jour régulièrement. Donc, c'est un travail qui est assez complexe, qui repose de plus en plus sur les épaules des experts métiers. Et souvent, en tout cas, c'est ce qu'on a constaté, les experts métiers n'ont pas de moyens qui augmentent alors que leur charge de travail et la complexité de cette charge de travail, elle, augmente. Et nous avons l'impression que c'est quelque chose qui peut créer des tensions sur le long terme. Alors, si on commence un petit peu ce balayage de cette chaîne opérationnelle et on commence avec la production de la donnée, là, déjà, l'IA nous propose un certain nombre de solutions qui sont intéressantes. Et là, on parle plus spécifiquement d'IA discriminative. Alors, simplement pour dire que l'IA discriminative, souvent on utilise ce terme pour l'opposer à ce qu'on appelle l'IA générative. Donc l'IA générative, on en parle énormément depuis ces dernières années. L'IA générative, elle a la charge de produire de la donnée, alors que quand on parle d'IA discriminative, on parle d'une IA qui va opérer sur de la donnée pour pouvoir nous fournir un certain nombre de résultats par rapport à cette donnée. Donc ici, ces solutions d'IA discriminatives vont beaucoup s'appliquer sur la donnée image. En tout cas, en géoinformation, c'est une donnée de choix. Donc c'est une donnée qui est de plus en plus abondante, qui a tendance à augmenter en termes de fréquence, mais aussi en termes de qualité. Et donc c'est une source de choix pour ces solutions d'IA discriminatives. Donc là, ici, l'idée d'utiliser ces solutions, c'est vraiment d'essayer de réduire la complexité de l'image. Donc l'image reste quelque chose qui est assez complexe, qui est assez monolithique, pour essayer de produire des éléments, extraire des éléments qui sont spécialisés par rapport à une thématique métier. Donc dans ce domaine-là, on peut citer par exemple la détection d'objets. Il s'agit ici d'aller repérer dans l'image un certain nombre d'objets qui y apparaissent. Un raffinement de la détection d'objets, c'est ce qu'on appelle la segmentation d'instance. Donc là, on va à la fois repérer l'élément, mais on va aussi en extraire une géométrie, en tout cas une géométrie, son emprise telle qu'elle apparaît sur l'image. On peut aussi citer les cas de détection multiple, donc essayer de détecter plusieurs éléments en même temps sur l'image. Donc ça nous conduit à la définition de catégories et même parfois, dans certains cas, à la notion de typologie. On peut aussi citer ici ce qu'on appelle la segmentation sémantique. On va s'intéresser sur l'image à associer une catégorie à chaque pixel de l'image. Donc ça, c'est typiquement ce que l'on ferait quand on fait de la couverture du sol. Donc c'est une initiative qui est actuellement en cours du côté de l'IGN, où ils sont en train de calculer une couverture du sol en utilisant des solutions IA. Alors, je le cite ici aussi, je parle beaucoup d'images, mais ces solutions s'appliquent de plus en plus aussi sur les nuages de points. C'est un petit peu moins répandu aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé. Donc, toutes ces solutions s'appliquent aussi sur les nuages de points. Et l'objectif commun, que ce soit de l'image ou du nuage de points, c'est d'essayer de réduire la complexité de la donnée, de se focaliser sur des éléments précis présents dans ces données et de rendre la donnée un petit peu plus intelligente, ou du moins, en tout cas, un petit peu plus facile à exploiter.
Alors, avec ces solutions-là, on est capable de décomposer l'image ou le nuage de points en des éléments qui vont nous intéresser et on peut déduire ce qu'on pourrait appeler des inventaires spécialisés, c'est-à-dire des inventaires qui vont se focaliser sur un élément territorial qu'on peut mettre ensuite à disposition des experts métiers. Donc, typiquement, ces inventaires, ils vont localiser les éléments qui nous intéressent sur le territoire, mais ils vont aussi souvent fournir les géométries de ces éléments. Donc, on peut traduire l'image aérienne en une couche vectorielle spécialisée sur un élément du territoire qui va facilement entrer dans des infrastructures GIS qui va pouvoir communiquer avec les différentes données qui s'y trouvent et qui, d'une certaine manière, va nous offrir un instantané de la situation d'un élément donné sur le territoire. Donc, on peut appliquer évidemment cette stratégie sur tout un tas d'éléments. Donc, on peut effectivement se focaliser sur nombre d'éléments qui, bien souvent encore aujourd'hui, vont échapper au suivi du territoire. Et on peut plus facilement, avec plus de souplesse, s'adapter aux besoins des experts métiers. Donc, on voit un petit peu apparaître ici avec ces solutions ce qu'on pourrait appeler une notion de protocadastre qui serait constituée d'une multitude de couches qui sont très spécialisées sur des éléments du territoire et qui donc constituent une base de travail très utile pour les différentes thématiques métiers. Donc, ce qui est intéressant avec ces solutions IA, c'est qu'on peut faire l'économie d'intervention sur le terrain ou aussi beaucoup d'interventions manuelles sur de la donnée. Et ça, c'est intéressant dans le sens où ces procédures-là sont très coûteuses, sont difficiles à pérenniser sur le long terme. Et on voit comment ici, l'IA permet de mettre en place ce qu'on pourrait appeler un suivi assez intensif du territoire, tout en conservant une certaine maîtrise des coûts par rapport à ce suivi. Alors, pour bien comprendre aussi l'importance de ces solutions qui sont apportées ici dans le cadre de l'IA discriminative, il faut garder à l'esprit aussi la dimension du temps. En effet, quand on comprend une situation donnée à un moment donné, c'est quelque chose d'important, mais ce n'est pas suffisant, en tout cas du point de vue des experts métiers. En effet, pour les experts métiers, ils ont cette nécessité de pouvoir répondre aux politiques de gestion et il faut avoir vraiment non seulement une compréhension d'une situation, mais aussi une compréhension sur le long terme et donc avoir la capacité de comprendre l'évolution d'une situation territoriale. Donc, il faut effectivement pouvoir comprendre l'évolution pour pouvoir effectivement fournir des analyses métiers qui vont ensuite pouvoir servir de base à la prise de décision dans le cadre de politiques de gestion territoriale. Donc c'est vraiment un aspect qui est assez ici fondamental dans le sens où extraire ces couches métiers, c'est important de pouvoir le faire sur des intervalles réguliers, typiquement à chaque fois qu'une donnée géographique est rendue disponible. Donc ça peut être une image aérienne, ça peut être un nuage de points. Et c'est là où ces solutions IA sont vraiment intéressantes parce qu'elles sont automatisables, c'est-à-dire qu'on peut reproduire ces processus dès lors qu'une nouvelle donnée géographique est publiée. Et d'une certaine manière, on va pouvoir étendre cette notion de protocadastre à travers la dimension du temps, donc qui serait constituée d'un ensemble de couches métiers spécialisées qui vont pouvoir suivre l'évolution du territoire. Donc, on voit ici qu'on a des solutions qui se dégagent pour effectivement mettre en place un suivi territorial plus intensif, de suivre l'évolution de beaucoup d'éléments territoriaux qui encore aujourd'hui ont souvent tendance à échapper à notre suivi du territoire. Alors, si on avance un petit peu dans cette chaîne opérationnelle et qu'on va un petit peu dans le domaine de l'enrichissement de la donnée, donc, les solutions que je vous ai présentées, donc ces solutions d'IA discriminatives qui sont capables d'aller analyser l'image sont intéressantes, mais elles ont une lacune importante. Cette lacune, c'est le manque de données attributaires. En effet, quand on lance un processus d'IA discriminative sur des images, l'IA va être capable de repérer ces éléments, mais aucune donnée attributaire ne sera associée aux géométries qui sont extraites de l'image. Et ça, ça réduit un petit peu l'intérêt de ces couches produites pour les experts métiers, dans la mesure où souvent ils auront besoin d'informations complémentaires pour pouvoir réellement exploiter la donnée qu'on leur met à disposition. Alors, face à ce problème-là, ici, la géomatique traditionnelle nous apporte déjà un certain nombre de solutions. En effet, on sait comment aller rapatrier des données attributaires en utilisant, par exemple, des couches auxiliaires. Ça peut être, par exemple, le cas du cadastre ou du registre foncier. On peut utiliser ici des opérations spatiales bien connues, comme des jointures et des intersections, qui vont nous permettre de rapatrier des données pertinentes dans la couche produite par des mécanismes d'IA, et ainsi augmenter la valeur et l'intérêt que ces couches produites peuvent avoir, en tout cas du point de vue métier. Nous, c'est ce que nous avions fait justement avec cette métropole française dans le cadre de la détection de ces aires de stationnement où la couche effectivement produite par l'IA était sans données attributaires et nous avions augmenté la donnée attributaire en allant chercher des éléments dans des couches qui nous avaient été mises à disposition. Et le but ici, c'était de fournir non seulement une donnée, mais aussi une donnée avec un schéma attributaire et un ensemble de données qui sont pertinents et utiles pour les experts métiers, en tout cas dans ce cadre de la gestion de l'urbanisme et des stratégies et des politiques d'aménagement de l'urbanisme qui étaient mises en place sur cette métropole. Alors si on reste un petit peu dans ce domaine-là,
On a aussi des cas de figure dans lesquels ces données complémentaires ne sont pas disponibles, c'est-à-dire qu'on n'a pas de données complémentaires desquelles on peut aller chercher des éléments attributaires, soit par manque de moyens, c'est souvent aussi le cas de données qui ne sont pas à jour, en tout cas qui ont un cycle de mise à jour qui est trop lent et qui leur est inintéressante dans ce cas de figure. Et là aussi, l'IA peut nous apporter un certain nombre de solutions intéressantes. Donc on peut par exemple commencer par faire des détections catégorisées, voire même qui viennent avec une typologie, et du coup cette catégorisation peut entrer dans la nomenclature attributaire de la couche que l'on produit. On peut aussi adapter un petit peu ces catégories en fonction des besoins métiers et du coup enrichir la donnée attributaire de cette manière-là. On peut aussi tirer parti de la multiplication des couches qu'on est capable de produire grâce à l'IA. On peut surtout tirer parti de leur nature assez différente. On peut par exemple imaginer utiliser la couverture du sol pour enrichir les attributs d'une couche vectorielle. Donc, par exemple, on pourrait utiliser la couverture du sol pour déterminer si l'emprise d'un bâtiment est plutôt en milieu rural ou en milieu urbain. On peut aussi imaginer croiser des données vectorielles. Donc, par exemple, on pourrait imaginer déterminer dans quelle mesure une aire de stationnement est proche du réseau viaire pour savoir si cette aire de stationnement est plutôt du domaine public ou plutôt du domaine privé. Donc là aussi, on voit que l'IA est capable de nous apporter un certain nombre de solutions pour pouvoir renforcer un petit peu la donnée attributaire et donc augmenter l'intérêt que ces couches que l'on produit peuvent avoir aux yeux des experts métiers. Alors, il y a aussi des solutions assez inattendues qui sont apportées par les IA, notamment ici plus précisément les IA génératives et les modèles de langage. Donc, si on reste toujours dans ce problème de la donnée attributaire, en effet, certains modèles de langage ont la capacité de voir, de percevoir des images et de les analyser. C'est-à-dire qu'on peut leur fournir une image, leur poser une question en langage naturel et ils vont pouvoir répondre par rapport à l'image qui leur est soumise. Donc, quand on fait de la détection sur une image aérienne, par exemple, rien ne nous empêche d'aller chercher, d'extraire l'élément que l'on a détecté, de le soumettre au réseau de neurones et de pouvoir ainsi poser un certain nombre de questions en relation avec des thématiques métiers pour pouvoir essayer d'enrichir la donnée attributaire. Donc ici, je vous montre un exemple sur le cas des aires de stationnement. Donc ici, l'image d'une détection d'une aire de stationnement lui est soumise et on va y poser une question par rapport à la typologie de cette aire de stationnement dans le but effectivement d'essayer d'enrichir la donnée attributaire. Donc là, on essaye de lui demander de quoi s'agit-il ici en termes de stationnement? Est-ce que c'est un stationnement en épi, en bataille ou en credo? Et on voit que ces modèles de langage sont capables effectivement de fournir des réponses qui sont pertinentes et qui peuvent entrer dans la donnée attributaire des couches que l'on produit. Donc on voit ici que ces solutions un petit peu inattendues nous ouvrent aussi des perspectives pour pouvoir enrichir et raffiner un petit peu la donnée attributaire. Si on continue ici dans cette chaîne opérationnelle et qu'on s'attarde un petit peu sur ce qu'on pourrait appeler la gestion et l'indexation de la donnée, donc de la même manière qu'une couche produite par l'IA vient sans données attributaires, elle va aussi venir sans métadonnées. Et ça, c'est un petit peu embêtant. En effet, la métadonnée est quelque chose qui est assez fondamental quand on exploite de la donnée, surtout quand on a un grand volume de données. Et c'est quelque chose qui est souvent assez négligé. D'ailleurs, qu'il s'agisse de couche IA ou pas, la métadonnée est souvent négligée, en tout cas que très partielle. Et ça, quand on a des systèmes d'information qui sont de plus en plus fournis en termes de données, ça pose problème. Et l'IA produisant des nouvelles données, voilà, on va conduire à un aggravement de cette problématique. Mais là encore, ici, l'IA peut apporter des solutions qui sont intéressantes, notamment de nouveau les modèles de langage. Donc ici, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut soumettre au modèle de langage les éléments attributaires d'une couche géographique. Donc ça peut être leur nom, ça peut être la typologie attributaire, ça peut être un échantillon de valeurs. On peut aussi, si c'est disponible, joindre quelques informations sur le contexte de la couche géographique. Et ces modèles de langage montrent une capacité assez étonnante de pouvoir comprendre la donnée, comprendre le contenu de la donnée, simplement en ayant des échantillons de données attributaires et d'une certaine manière permettre de décrire la donnée qu'on lui soumet. Donc, sur la base d'un modèle de métadonnées, on peut utiliser ces modèles de langage pour essayer de former, de composer, de créer de la métadonnée de telle façon que les couches que l'on produit soient effectivement associées à une description qui peut ensuite permettre d'indexer cette donnée dans des systèmes d'information géographique d'une façon pérenne et plus facilement exploitable. Donc là, on voit aussi que l'IA apporte une solution qui est aussi peut-être un peu inattendue, mais qui est assez intéressante dans ce domaine-là. Alors, si on va maintenant du côté de l'exploitation de la donnée, et là aussi, l'IA nous offre des perspectives qui sont assez intéressantes. Donc, on a parlé des modèles de langage qui sont capables de voir des images, qui sont capables de répondre et de documenter de la donnée géographique. Mais certains de ces modèles de langage viennent avec une fonctionnalité très intéressante qui est la capacité d'utiliser des outils. C'est-à-dire qu'on peut leur mettre à disposition des outils qu'ils vont pouvoir actionner. Alors, ça peut être des outils qui permettent d'accéder à la donnée, ça peut être des outils aussi qui permettent d'opérer sur la donnée, donc de réaliser des opérations sur ces données. Et on peut d'une certaine manière interfacer ces modèles de langage à des infrastructures GIS. Donc, on peut
commencer à envisager des outils d'exploitation intéressants où, par exemple, un expert métier, face à une thématique, face à une problématique, peut décrire cette problématique au modèle de langage et c'est le modèle de langage qui va résoudre la problématique ou en tout cas donner des éléments qui vont permettre de résoudre cette problématique. Donc, par exemple, ici, je vous donne un petit exemple où là, on demande à un modèle de langage d'aller chercher finalement l'ensemble des bâtiments qui seraient à risque d'inondation avec un certain nombre de critères. Et là, le modèle de langage va analyser cette demande et avec les outils, va être capable de sélectionner les données qui sont les plus pertinentes, va aussi être capable de les composer, c'est-à-dire de réaliser des opérations géométriques dessus pour pouvoir extraire une nouvelle couche qui, effectivement, répond bien à la demande de l'expert métier. Donc ici, ça nous permet de commencer à envisager des interfaces qui deviendraient de plus en plus intelligentes, qui sont de plus en plus capables d'appuyer l'analyse territoriale et de fournir un appui important aux experts métiers dans ce domaine-là. On peut même imaginer que ces solutions pourraient entrer directement dans les milieux décisionnels dans lesquels il pourrait être intéressant de pouvoir rapidement se faire une idée sur une situation territoriale. Alors, si on reprend un petit peu tous ces éléments, donc si je reprends un petit peu cette chaîne opérationnelle, donc on a vu que l'IA nous apporte des solutions à toutes les étapes et que ces solutions sont assez intéressantes. En tout cas, les perspectives qui nous ont offertes sont assez pertinentes. Donc, on a commencé par le domaine de la production de la donnée, où on a vu que l'IA discriminative et les processus de détection ont cette capacité de réaliser un suivi assez intensif du territoire en se focalisant sur de nombreux éléments. On a vu que la dimension du temps aussi permettait un accès à la compréhension de l'évolution du territoire. On a vu aussi du côté de l'enrichissement de la donnée, donc de ces aspects de données attributaires. On a vu que déjà la géomatique nous offre un certain nombre de solutions, mais l'IA nous permet aussi de pallier à ce problème de manque de données attributaires. On a vu aussi que les modèles de vision nous ouvrent des perspectives assez inattendues dans le domaine de la donnée attributaire et qui ont toujours dans le but de vraiment essayer de fournir des données qui sont les plus pertinentes et les plus intéressantes pour les experts métiers. Du côté de la gestion aussi, on a vu que l'IA générative était capable de comprendre la donnée, de pouvoir la décrire, permettre de mettre en place ce qu'on pourrait appeler au moins des modèles minimaux de métadonnées. On a aussi vu finalement du côté de l'exploitation de la donnée qu'effectivement l'IA générative permet d'envisager des interfaces qui sont assez intéressantes, qui sont des interfaces intelligentes, qui même si elles ne pourront pas forcément résoudre toutes les problématiques métiers, peuvent servir d'appui important pour essayer de fournir des éléments de réponse par rapport à ces problématiques et qui donc faciliteront un petit peu la prise de décision, en tout cas les données, enfin les analyses que les experts métiers fourniront au milieu décisionnaire pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Alors en conclusion, on voit que l'IA nous apporte des solutions qui sont vraiment intéressantes, se déploient vraiment sur différents niveaux opérationnels. Donc à notre sens, en tout cas, on a l'impression que ces solutions IA peuvent vraiment réduire la charge de travail des experts métiers, de leur permettre vraiment d'avoir un suivi plus intensif des territoires et des thématiques qui gravitent autour de ces territoires, sans pour autant faire exploser les moyens nécessaires. Donc ici, ce que je vous invite un petit peu, c'est d'essayer de voir l'IA plutôt comme un outil ou une source d'outils qui peuvent être mis à disposition des experts métiers et que ces outils, finalement, comme tous les outils, devront être compris, audités, analysés sur le long terme pour qu'à terme, ils deviennent finalement des outils standards du domaine de la géographie, un petit peu à la manière dont l'informatique finalement elle-même est devenue avec le temps un outil standard et très utilisé dans le domaine de la géoinformation. Donc ça ne nous aura pas échappé ces dernières années, on parle beaucoup d'IA, on en parle même vraiment beaucoup, souvent on en parle assez mal, et moi ce que j'aimerais éventuellement vous proposer pour retenir de cette première partie, c'est qu'au-delà de ces grandes prophéties autour de l'IA, c'est d'essayer de vraiment voir l'IA comme une source de solutions et que les solutions qui nous sont proposées méritent notre attention. Je vous remercie pour votre attention. Je redonne maintenant la parole à Fabrice pour la suite du webinaire. Merci Niels pour cette première partie. Avant de passer la parole à Gaëtan, juste vous rappeler, n'hésitez pas, j'ai vu certains auditeurs qui voulaient lever la main, qui voulaient intervenir. Juste poser vos questions dans l'onglet Q&R de manière à ce que je les recense et puis après qu'on puisse avoir un échange tous ensemble une fois la deuxième partie de Gaëtan passée. Donc deuxième partie du webinaire sur les outils IA dans l'écosystème Esri ArcGIS. À toi Gaëtan. Merci Fabrice, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc effectivement, cette deuxième partie, on va se focaliser sur concrètement ces outils d'IA, comment ils se présentent dans l'écosystème Esri. Alors,
en introduction, on va reparler un petit peu d'intelligence artificielle pour préciser quelques termes parce que c'est important. L'intelligence artificielle, c'est la discipline qui se réfère à des systèmes capables d'imiter, de reproduire des tâches cognitives humaines. Et cette intelligence artificielle, en réalité, elle est composée de nombreux sous-domaines comme, par exemple, l'apprentissage machine, le machine learning, qui existe depuis très longtemps dans ArcGIS, hein, on en reparlera, qui concerne l'extraction qu'on appelle des patterns en anglais, des tendances, des proximités entre des éléments de sa base de données, des anomalies, à partir de ces données pour en dériver des règles ou définir sans avoir à définir ces règles de manière explicite. C'est ça qui est important. Un autre sous-domaine de l'apprentissage machine, c'est l'apprentissage profond, ce qu'on appelle le deep learning en anglais. C'est un type de machine learning qui utilise des réseaux de neurones, hein, Niels en a parlé, pour retrouver, là encore, des patterns complexes, en particulier sur des données non structurées, telles que des images, des textes, de la voix, des données 3D, comme du LIDAR, par exemple. Et puis, un autre sous-domaine, encore plus spécifique, encore sûrement plus récent aussi dans la chronologie, c'est l'IA générative. Par opposition à l'IA discriminative, comme le disait Niels, hein, elle consiste à utiliser des réseaux de neurones, donc comme on le fait en deep learning, mais pour générer de nouveaux contenus. En parallèle, il y a d'autres technologies qui font partie de ces domaines de l'intelligence artificielle, comme le traitement du langage naturel, qu'on appelle les NLP aussi. Hein. C'est un domaine de l'intelligence artificielle qui vise à permettre aux machines de comprendre, d'interpréter et de générer du langage humain sous forme de texte ou de paroles. En parallèle aussi, des capacités d'intelligence artificielle qu'on retrouve à plein d'endroits et dans plein de cas d'usage, c'est ce qu'on appelle la vision par ordinateur, hein, en anglais le computer vision, qui est une branche de l'IA qui permet au système d'interpréter et d'analyser des images et des vidéos afin d'en extraire des informations exploitables. Et puis enfin, dans le domaine de l'IA générative, quelque chose dont on parle beaucoup depuis un an et demi, y compris dans le grand public, hein, ces grands langages de modèles, hein, les large language models, les LLM, qui désignent des modèles d'apprentissage profond entraînés sur des très vastes corpus de textes et qui sont capables de comprendre et de générer du langage naturel avec un haut niveau de sophistication, même du raisonnement. C'est des modèles qui sont souvent utilisés pour des tâches comme la traduction, la synthèse de texte ou la génération de contenu. Alors, devant toutes ces capacités offertes par l'IA et ces différents sous-domaines, chez Esri, on a réfléchi à comment on allait pouvoir utiliser en fait ces capacités sur de la donnée géographique pour parler d'un domaine d'application qu'on appelle GeoAI, que je vais décrire. Et puis, au-delà de l'utilisation purement analytique sur des données géographiques, ces traitements par langage naturel, ces LLM, toute cette partie d'IA générative qui permet de l'interaction avec la machine pour trouver de l'information, pour converser, eh bien, on va l'utiliser aussi dans nos solutions ArcGIS sous la forme d'assistants d'IA. Donc, ça m'amène à partager avec vous la stratégie d'Esri en termes d'IA. Elle repose, ça c'est pas tout à fait nouveau, ça fait déjà quelques années qu'on en parle, elle repose en fait sur deux axes désormais. L'axe GeoAI, qui est cet environnement GeoAI, c'est un ensemble d'outils qui vont qu'on a démarré en 2016, donc c'est pas forcément tout nouveau. Des outils de machine learning, c'est par là qu'on a commencé en 2016, mais aujourd'hui, un écosystème beaucoup plus vaste d'outils pour fournir aux géomaticiens et aux data scientists des outils qui automatisent les tâches d'analyse, d'extraction de données, parfois très complexes ou parfois très chronophages. Et le second axe, les assistants d'IA, c'est un petit peu différent. L'idée, c'est d'utiliser l'IA générative pour proposer des assistants intelligents qui vont améliorer l'expérience des utilisateurs et augmenter leur productivité dans les différentes applications de la plateforme ArcGIS. Alors, en termes de GeoAI, tout d'abord, de quoi s'agit-il ? On va rentrer un petit peu dans le détail. Tout d'abord, si on parle de l'IA en général, la puissance de l'IA, c'est de vous permettre de voir, de lire, d'analyser, de converser, d'apprendre et de créer à partir de vos données.
Ça, c'est les promesses de l'IA de manière générale. Mais dès lors que l'IA travaille sur des données géographiques, eh bien là, ce sont un nouvel univers de possibilités, des nouvelles capacités qui s'ouvrent à vous, comme par exemple la capacité de voir des objets, de retrouver des objets dans une image ou de les suivre dans une vidéo, la possibilité d'analyser des séries de données temporelles ou spatio-temporelles pour détecter des anomalies ou faire des prédictions, la possibilité d'entraîner un modèle d'IA à partir de vos données pour pouvoir ensuite extraire de nouvelles informations avec des raisonnements plus ou moins évolués, ou encore la capacité de gérer de manière automatique de nouvelles données. Alors, cet environnement d'outils GeoAI, il permet de traiter tout type de données. On a beaucoup parlé au début, avec les premiers outils de deep learning, notamment d'extraction d'informations à partir des images. Ça reste un domaine très utilisé où on utilise beaucoup l'IA et en particulier le deep learning, extraire des contours de bâtiments, extraire des axes de voie, classer des images avec la typologie d'occupation du sol, être capable de distinguer sur une image quels sont les bâtiments qui vont être en bon état, ceux qui ont été détériorés par un tremblement de terre, par des incendies, mais aussi dans des jeux de données 3D, notamment du LIDAR, être capable de classer les points d'un nuage LIDAR, d'extraire des objets tels que les bâtiments, les véhicules, les arbres, etc. Mais les outils de GeoAI permettent aussi de traiter des données et SIG plus classiques, des données vectorielles, des points, des lignes, des polygones, ou simplement des données tabulaires, des séries temporelles ou spatio-temporelles, pour faire de la prédiction, pour trouver des anomalies, pour les classer, faire ce qu'on appelle du clustering, par exemple, regrouper des entités qui ont des caractéristiques similaires. Mais là encore, sans avoir forcément prédéfini ces classes, prédéfini les catégories dans lesquelles on allait classer les données. Et puis, un grand domaine dans lequel moi je trouve qu'on n'a pas encore forcément investi suffisamment. Les outils sont là, mais c'est les cas d'usage qui sont encore à trouver et les données qui sont encore parfois hors du spectre du SIG et qu'il faut avoir l'idée, l'innovation d'aller chercher ailleurs. C'est tous les traitements qu'on peut faire sur du texte, être capable de trouver du sens dans du texte, de résumer du texte, d'extraire des informations pertinentes, des catégories, des informations de localisation pour relier ça à tout ce qu'on fait dans un outil, dans un système de système d'information géographique. Donc voilà, ce sont tous les grands domaines dans lesquels les outils de GeoAI s'appliquent. Alors, une partie importante de l'environnement GeoAI concerne des outils de deep learning. Je vais faire un petit focus sur ces outils de deep learning et un petit peu la stratégie, pourquoi Esri finalement est allé chercher un certain nombre de librairies de deep learning qui aujourd'hui sont en open source, font partie de l'écosystème qu'on appelle l'écosystème de l'open science, et pourquoi avoir fait un gros travail depuis plusieurs années d'intégration de ces outils dans ArcGIS. Eh bien parce qu'un workflow d'IA et en particulier un workflow de deep learning, c'est un certain nombre d'étapes qui commencent par la collecte des données, bien souvent, qui s'enchaînent souvent par un processus qu'on appelle la labellisation, être capable de définir les catégories, les classes, les typologies d'objets qu'on va demander aux outils de deep learning ensuite, aux modèles de deep learning ensuite de reconnaître. Donc ça, c'est un travail qui peut être assez chronophage. Il y a souvent un travail de préparation des données, de formatage de ces données pour pouvoir réaliser ensuite l'entraînement du modèle. Une fois ce modèle entraîné, validé, mais il va y avoir ce qu'on appelle l'inférence du modèle, c'est l'application de ce modèle à des nouveaux jeux de données. Ce modèle, chez Esri, il est packagé dans quelque chose de standard dans toute la plateforme ArcGIS qui s'appelle les Deep Learning Packages, les DLPK. Et puis une fois que ce modèle est appliqué à son jeu de données, c'est jamais fini, en fait, jamais complètement fini directement en sortie de l'application d'un modèle d'IA. Il y a toujours de l'analyse, des post-traitements à faire sur les résultats, du filtrage, du nettoyage, de la validation de la pertinence de ces résultats. Et tout ça, ça met en œuvre des outils SIG classiques de filtrage, de croisement avec d'autres données, etc. Et puis, il y a tout le partage qui est quand même quelque chose d'important puisque les résultats d'une analyse d'IA doivent être partagés via des tableaux de bord, via des cartes, via des applications. Et là encore, les outils du SIG sont importants. Donc, c'est vraiment cette idée d'intégrer finalement
ces 4 étapes centrales qui sont vraiment des purs workflows de deep learning qui pourraient potentiellement être faits en dehors d'Argis, de les intégrer, de les faire venir au cœur des outils, parce qu'il y a des étapes en amont, il y a des étapes en aval, il faut qu'il y ait une cohérence entre tout ça. Alors, en termes de workflow, il peut y avoir aussi, dans certains cas, des étapes que l'on peut s'éviter, de collecte de données, d'apprentissage, de préparation des données d'entraînement et d'apprentissage du modèle. C'est d'utiliser des DLPK, des modèles déjà existants. C'est ce qu'on appelle les modèles d'IA pré-entraînés. Estri en fournit, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est de pouvoir les inférer tout de suite, les utiliser tout de suite et d'appliquer à son jeu de données, et éventuellement même utiliser ces modèles de données d'IA pré-entraînés comme des modèles de fondation qui vont être appris à 80% par exemple, et on va venir avec un jeu de données relativement restreint, spécialisé, personnaliser ce modèle pour qu'il fonctionne mieux sur son propre jeu de données. Autre intérêt aussi d'avoir intégré ces algorithmes de deep learning au cœur d'Argis, c'est de pouvoir l'utiliser dans différents contextes. Vous savez que dans Argis, on peut travailler en mode bureautique avec Argis Pro. On peut avoir besoin de réaliser ces traitements, ces analyses à partir d'un serveur, à travers une interface web avec Argis Enterprise ou Argis Online, ou éventuellement avoir une démarche, une approche de data scientist à travers des scripts. On a un environnement qui s'appelle Notebook dans Argis pour pouvoir écrire des scripts Python et utiliser ces librairies. Donc, c'est la même expérience, sont les mêmes librairies, les mêmes packages Python que l'on va avoir dans tous ces environnements. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette continuité entre toutes les modalités d'exécution de ces modèles d'IA. Alors, l'environnement de GeoAI qu'on a mis en place depuis plusieurs années, on le veut complet et ouvert. Il intègre un certain nombre d'algorithmes et de frameworks très utilisés dans l'IA, qui sont matures, qui ont été validés. On les a packagés et intégrés dans un seul et même module qui s'appelle argis.learn, c'est un module Python. Alors pourquoi on a fait ça, encore une fois, pour vous en simplifier l'usage, parce que finalement, ces frameworks, ces algorithmes, ils ont parfois des caractéristiques qui leur sont propres, ils ont des entrées qui sont différentes, ils ont des sorties qui sont différentes, ils n'attendent pas forcément les mêmes formats de données pour l'apprentissage, etc. Donc, un gros travail qui a été fait par Esri, c'est d'uniformiser les entrées et sorties de ces différents algorithmes de machine learning et de deep learning et de les mettre à disposition à travers 3 grandes modalités en fait pour l'utilisateur qui sont d'utiliser des modèles préentraînés s'il n'y a pas la compétence à faire tout ce workflow où il n'y a pas les données tout simplement pour faire l'apprentissage et construire soi-même son propre modèle d'IA. On peut aussi utiliser des outils, la toolbox d'Argis, que ce soit encore une fois en mode web ou en mode bureautique, pour réaliser les différentes étapes que je vous ai présentées d'un workflow d'IA. Et puis, la troisième modalité, c'est, comme je le disais, d'utiliser des scripts, d'utiliser l'environnement Jupyter Notebook, notamment pour réaliser ces traitements. Alors, je vous ai parlé de ces fameux modèles préentraînés. C'est sûrement aujourd'hui la première porte d'entrée pour vous, pour utiliser des modèles d'IA dans Argis. Esri met régulièrement en ligne, aujourd'hui il y en a plus de 90, des modèles prêts à l'emploi, des modèles de deep learning pour vous permettre de réaliser un certain nombre de tâches. Alors je ne vais pas tous les lister, mais sachez que vont vous permettre de faire des choses très différentes, comme extraire certains types d'objets dans des images, classer des points dans des nuages 3D, mais aussi aller flouter des visages, des plaques d'immatriculation dans des vues immersives. C'est très, très varié. Ces modèles, vous les trouvez, ils sont tous au même endroit, vous les trouvez dans le Living Atlas Argis. Et donc, avec les outils que vous avez, par exemple, dans Argis Pro, ils sont tout de suite exploitables. Ce sont ces fameux DLPK que l'on télécharge et qu'on utilise. Alors, Esri en met en ligne régulièrement. Une évolution assez récente dans ces modèles pré-entraînés qui est à noter, c'est l'intégration de un peu moins de modèles spécifiques, monotâches, qui savent faire qu'une chose, extraire des contours hydrographiques ou extraire des axes de voie, comme je le disais, ou extraire des contours de bâtiments, rechercher des piscines, des éoliennes, des panneaux solaires, etc. Aujourd'hui, plus ça va, plus on intègre des modèles plus généralistes
plus génériques, qui n'ont pas forcément été entraînés sur des classes d'objets ou des typologies d'objets très spécifiques, mais qui ont la capacité à répondre à des questions généralement formalisées en langage naturel. Donc, c'est des moteurs, hein, c'est des algorithmes comme GPT ou TextSam, hein, ou SAM tout simplement, Segment Anything Model, moteur générique de segmentation, mais qu'on a dérivé, nous, en un modèle qui s'appelle TextSam, sur lequel on a une couche de prompt qui permet de formuler sa requête en langage naturel et d'aller segmenter, extraire les contours de certains types d'objets. Des modèles aussi pré-entraînés du type prix de vie. Prix de vie, c'est un modèle qui a été entraîné, c'est un modèle qui vient de la NASA et d'IBM, qui a été entraîné sur énormément d'imagerie satellitaire et qui est spécialisé dans l'identification de typologies de culture, mais qui peut reconnaître aussi d'autres types d'objets. Et tous ces modèles sont des modèles de fondation qui vont être assez souples et qui vont potentiellement pouvoir être réentraînés, ce qu'on appelle du transfer learning, avec peu de données pour faire des choses un peu plus spécifiques. La connexion à Hugging Face aussi est quelque chose de très intéressant. Tous ces transformers qui sont mis à disposition par une communauté peuvent être, pour le peu qu'elles soient liées à ce qu'on appelle du computer vision, à la vision par ordinateur, tous ces transformers peuvent être couplés aux outils d'ArcGIS pour aller réaliser des tâches spécifiques dans des images, mais aussi dans du texte. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, cette évolution vers des modèles plus généralistes, plus ouverts à des requêtes sur lesquelles on n'a pas forcément a priori eu des entraînements spécifiques à faire sur certains jeux de données spécifiques. L'autre axe, je vais être beaucoup plus court, je vous l'ai dit, l'autre axe d'intégration de l'IA dans ArcGIS, c'est d'utiliser l'IA pour améliorer l'expérience d'utilisateur à travers des assistants. C'est un chantier qu'on a démarré plus récemment que tout ce qui est GeoAI. Je vous ai parlé de 2016 pour GeoAI. Les assistants d'IA, ça fait globalement 2 ans qu'Esri travaille dessus. Les premiers sont en train d'arriver. Il y en a beaucoup qui sont en phase bêta. Je ne veux pas tous les lister, mais ce sont des assistants qui vont vous aider à réaliser des tâches, à créer une carte, à aller chercher les bons outils ou à définir un workflow en se servant des informations de l'aide en ligne, proposer un workflow par différentes étapes, vous aider à rédiger une expression en arcade, pour ceux qui utilisent ArcGIS, ça leur parlera, ou en SQL, ou les aider à extraire de l'information à partir d'une image quand on est dans un formulaire et qu'on prend une photo, extraire automatiquement des informations dans des trucs comme Survey 1, 2, 3 par exemple. Donc on y travaille, ils vont arriver progressivement dans les différentes applications. Ce que je n'ai pas fait figurer ici dans ma slide, mais c'est que les développeurs vont pouvoir aussi tirer parti des mécanismes et des modèles qu'Esri va intégrer pour ces assistants d'IA et construire des assistants d'IA plus personnalisés, plus métiers à l'intérieur des applications ArcGIS. Il y a un framework d'IA qui va faire son apparition dans les mois à venir, et ça, c'est intéressant pour les développeurs, c'est intéressant pour nos partenaires également. Alors, en conclusion, une dernière chose avant de redonner quelques grands messages. Dans la conclusion, j'ai voulu mettre aussi l'accent sur, Nils en a parlé aussi, de l'IA, c'est pas magique, l'IA, ce sont des outils, il faut les utiliser avec confiance, savoir quels sont les algorithmes qu'on utilise, ou quand on utilise un modèle préentraîné, sur quel corpus de données il a été entraîné, quelles en sont les limites, quelles sont les garanties, quelles sont les propriétés de ce modèle, avec quelle qualité il a été validé, etc. Tout ça, nous, on a regroupé ça sur une plateforme. Toutes ces informations, elles sont sur une plateforme qui existait déjà bien avant ces aspects IA, assistants d'IA, etc. C'est la plateforme qui s'appelle ArcGIS Trusted Center. C'est la plateforme dans laquelle on met toutes les informations qui sont de nature à vous informer sur la qualité des différentes fonctionnalités d'ArcGIS, la sécurité, l'équité, l'explicabilité pour les outils d'IA, c'est important. Donc, vous retrouverez sur cette plateforme toutes les informations, et notamment par rapport à ces assistants d'IA, une fiche qu'on a appelée une fiche de transparence sera créée à chaque fois qu'on ajoutera un assistant d'IA dans une application, pour vous permettre de savoir vraiment
comment il a été entraîné, sur quel corpus de données, quelles sont les informations qui sont envoyées à Esri si tu as un service qui est exécuté et opéré par Esri, qui sont transmises, comment ces données sont utilisées, quelle est la garantie de confidentialité sur ces données que vous envoyez à ce service lorsque vous posez une question, etc. Voilà, pour conclure, ce que je vous ai montré, hein, c'est qu'il y a un outillage, même si ça a été très vite, hein, j'en suis désolé, mais c'est un outillage complet d'outils d'IA qu'on a intégré au cœur des applications SIG pour que vous puissiez mener des workflows de bout en bout et pas avoir l'IA d'un côté, les outils de collecte de données, etc. De l'autre. On reste dans un même environnement. L'IA, c'est un outil finalement comme les autres. On a parlé des modèles de deep learning qui sont proposés par la communauté Open Science et qu'on a intégré pour que vous puissiez tirer profit de ce qui se fait de mieux en fait, hein, en termes d'IA. C'est pour ça que ça évolue vite, mais on joue un travail quand même important de filtrage et d'intégration uniquement des solutions les plus matures. On a parlé aussi de ces modèles préentraînés qui vous permettent de gagner du temps si vous n'avez pas l'expertise, si vous n'avez pas les données qui permettent d'entraîner vous-même votre propre modèle de machine learning ou de deep learning. Et puis, ça c'est un peu ma conclusion finale, hein, que c'est la multiplication et l'accélération de ces usages de l'IA. Il faut vraiment ne pas voir ça comme une menace, hein, comme une crainte particulière. C'est surtout essentiellement des nouvelles opportunités pour les géomaticiens et pour tous ceux qui travaillent de manière générale avec de la donnée géographique. Voilà Fabrice. Merci Gaëtan pour cette deuxième partie sur l'IA dans l'écosystème Esri ArcGIS. Voilà pour ces deux parties du webinaire. On va pouvoir passer sur ce temps d'échange et des questions-réponses. Je vois qu'un certain nombre de personnes ont posé des questions. Je vous en remercie. N'hésitez pas à utiliser sur le temps restant du webinaire l'onglet QR pour poser vos questions. Alors une première question de Moïse. Et la suivante, c'est pour toi, Niels. Qu'entendez-vous par protocadastre? Protocadastre, c'est une notion qui permet de ne pas être trop prétentieux par rapport aux performances actuelles de l'IA. C'est-à-dire qu'effectivement, d'une certaine manière, si on pouvait de l'image aérienne ou peut-être même du LiDAR être capable d'extraire l'ensemble des géométries de façon parfaite, on aurait un cadastre. Là, effectivement, il faut bien comprendre que l'IA vient avec un certain nombre de limitations, notamment des limitations de la donnée elle-même, c'est-à-dire que l'image ne permet pas de tout percevoir. Donc ici, il faut plutôt y avoir un signe de prudence par rapport à ce que l'IA peut nous apporter. Donc, protocadastre, il faut le comprendre comme une sorte de concurrent, mais pas encore tout à fait au point et qui probablement ne le sera jamais totalement. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai utilisé le préfixe proto pour effectivement bien marquer le fait que l'IA, voilà, elle a des lacunes, elle rend beaucoup de services, mais elle ne peut pas être encore aujourd'hui au niveau d'un cadastre tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Donc, c'est un précurseur de cadastre. Merci, Niels. Une question de Valentin. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur du géoréférencement images, PDF, automatisé avec l'IA? L'objectif ici, dans un second temps, est d'interpréter le contenu du document pour faciliter une intégration dans le SIG. Par exemple, lire et comprendre une légende d'un PDF pour produire une couche SIG pour chaque objet dans la légende. Alors, nous n'avons pas fait ça, nous n'avons pas utilisé ce genre d'approche. J'imagine que c'est tout à fait pertinent comme approche. J'imagine que les modèles de langage couplés à d'autres technologies sont tout à fait à propos et à même de répondre à ce type de problématique. Après, il faut toujours rester un peu prudent. Les modèles de langage ont une fâcheuse tendance à être encore un peu capricieux, mais je pense que c'est des choses qui sont tout à fait envisageables, en tout cas en l'état actuel des outils qui nous sont mis à disposition. Je ne sais pas, Gaëtan, si tu as plus d'expérience dans ce domaine. Oui, alors, quand on a comme ça une question assez complexe, généralement, on identifie plusieurs étapes. On peut imaginer effectivement qu'on doit pouvoir assez facilement extraire un certain nombre de catégories d'objets en lisant la légende d'une carte. Ça paraît tout à fait atteignable, surtout si cette légende est
et on la retrouve un petit peu de manière identique un peu dans toutes les cartes. La partie vectorisation de ces objets sur une carte, d'un PDF ou d'une image, probablement relativement facilement aussi. Le géoréférencement en tant que tel, ça c'est peut-être plus complexe. Peut-être que cette partie restera une partie à faire manuellement ou semi-manuellement en aval. Et c'est pour ça que je parlais de ce schéma avec des workflows, c'est que vraiment la partie IA n'est pas isolée du reste. Elle a très souvent, dès qu'on réfléchit un petit peu à des cas d'usage spécifiques, il y a très souvent des étapes en amont qui nécessitent des outils, des capacités du SIG, et puis des étapes en aval aussi pour finaliser son workflow complet. Mais Merci. intéressant en tout cas comme sujet. Ouais, Ouais. Merci. Une question suivante d'Armel et qui va être aussi une question de Saïd par la suite. En fait, c'est une question sur des territoires où il y a une absence ou un défaut de données sur certains territoires. Est-ce que vous recommanderiez l'adoption de l'IA considérant que la donnée est quasi inexistante? On n'a pas forcément de données papier, on n'a pas forcément d'historisation sur la donnée sur certains territoires. Est-ce que vous préconiseriez l'IA dans cette problématique? Et puis Saïd rajoute à cette question-là une question sur les vidéos HD. Est-ce que dans l'écosystème Esri, il y a des outils qui permettent justement de traiter à partir de vidéos HD capturées au sol, par exemple quand on met des caméras à l'intérieur des voitures et qui parcourent un flux vidéo comme ça, est-ce qu'il y a des outils dans l'écosystème Esri qui permettent de faire des calculs de données à l'intérieur? Alors, je sais pas si Nils, tu veux répondre Peut-être, ouais, à la première partie de la question. Ouais, J'aurais effectivement. éventuellement des choses à dire aussi, puis après sur la partie vidéo. Ouais, je te J'en laisserai parlerai aussi. compléter, ouais, Ouais. volontiers. Alors, préconiser l'utilisation de l'IA lorsqu'il n'y a pas de données, non. La donnée, c'est le nerf de la guerre en IA. S'il n'y a pas de données, l'IA ne peut pas faire de miracle. Là, je conseillerais dans ces situations-là, il y a aujourd'hui des solutions qui permettent l'acquisition de données, effectivement, à des coûts qui peuvent rester raisonnables. On peut par exemple imaginer l'usage de drones qui peuvent faire de la captation aérienne. Donc, dans un premier temps, avant de considérer l'utilisation de l'IA, s'il n'y a pas de données, il faut d'abord mettre en place une stratégie d'acquisition et de gestion de la donnée, parce que l'IA, sans rien, l'IA ne peut rien faire. L'IA est vraiment quelque chose qui va se spécialiser, apprendre de la donnée, apprendre des exemples, et s'il n'y a rien, elle ne peut rien nous fournir. Donc dans ces cas de figure-là, non, il faut commencer à réfléchir à mettre en place des politiques d'acquisition. Ça peut être avec des moyens tout à fait modestes. Effectivement, la deuxième partie de Saïd, là, est très intéressante, effectivement, c'est que la partie vidéo, que ce soit la vidéo ou les images, des collections d'images, aujourd'hui peuvent être exploités via des technologies qui sont aujourd'hui bien établies, qui s'appellent la photogrammétrie. La photogrammétrie permet effectivement d'extraire de la donnée, de capter de la donnée, de déduire de la donnée 3D. Et ensuite, sur la base de toutes ces données que l'on aura composées, on peut effectivement commencer à actionner de l'IA. Mais l'IA nécessite de la donnée et nécessite de la donnée en nombre. Je laisse peut-être Gaëtan. Oui, tout à fait. Oui, c'est ce que j'aurais répondu aussi. Sans data, pas d'IA, c'est souvent quelque chose que l'on dit. Effectivement, on pourrait regarder dans le détail quel type d'informations vous voulez construire à partir de processus d'IA, mais bien souvent, la donnée d'imagerie, alors qu'elle soit 2D, qu'il s'agisse de mèches ou même de nuages de points, si on met le nuage de points dans la famille de l'imagerie de manière générale, c'est quand même la donnée de base à avoir. C'est-à-dire qu'il faut, par du vol de drone, du vol d'avion ou de l'imagerie satellitaire, avoir cette base pour pouvoir commencer à extraire de la donnée, on va dire topographique, des bâtiments, des voies, de l'occupation du sol, générer un MNT. Pas forcément d'ailleurs besoin d'IA pour ça, mais voilà, il faut quand même un minimum de données de base. Alors effectivement, la vidéo peut être une donnée de base. On sait aujourd'hui, c'est des domaines bien maîtrisés en IA, à extraire des objets. On est même capable de les
de faire du tracking, de les suivre d'une image à une autre dans la vidéo, de voir leur déplacement. Donc, on est capable de suivre des objets. Par contre, pour en faire une donnée géographique, il va y avoir un postulat important, c'est qu'il va falloir que cette vidéo elle soit correctement géoréférencée et orientée, c'est-à-dire ce qu'on appelle de l'imagerie orientée ou de la vidéo orientée, c'est-à-dire qu'on connaisse de manière la plus précise possible la localisation de la caméra à tout moment hein, pour toutes les images et son orientation dans les différents axes pour pouvoir après faire de ces objets qu'on a détectés dans les images, en faire un véritable objet géographique avec une position correcte. Donc on a les outils, bien souvent le point faible, c'est plutôt la donnée, avoir cette image, que ce soit de vidéo, que ce soit simplement ce qu'on appelle des vues immersives, hein, des vues 360, c'est d'avoir une bonne géolocalisation de cette donnée à la base pour que tout ce qu'on extrait par IA ou par des process plus classiques d'analyse d'image soit bien localisé, bien géoréférencé pour que ça en fasse une bonne donnée ICG en fait. Merci. Question suivante. L'utilisation de l'IA dans l'écosystème Esri nécessite-t-elle des extensions spécifiques et si oui, lesquelles? Alors ça, c'est vrai que j'ai pas parlé, je voulais pas trop parler de produits, vous noyez dans les produits. C'est assez simple en fait. Quand on veut faire de l'IA sur de la donnée d'imagerie, ou l'extension Image Analyse quand on est dans ArcGIS Pro. Et si on exécute tout ça dans un mode serveur à travers une interface web, il faut les capacités de ce qu'on appelle Image Server dans ArcGIS Enterprise, ou son équivalent sur ArcGIS Online. Donc c'est pour faire de l'IA sur de l'imagerie. Après, dans les cas où on ferait de l'IA sur des nuages de points, bah, c'est 3D analyste, assez logique, hein, dans la logique des extensions d'ArcGIS qu'il faut avoir. Et puis, il y a de l'IA qui ne nécessite pas d'extension particulière, toutes celles qui travaillent, celles qui est liée à du machine learning, toutes celles qui est liée à du deep learning, mais sur des données textuelles. Ça se fait tout simplement en utilisant le module argis.learn que j'ai évoqué et pas d'extension particulière. D'accord. Juste pour compléter, il y a une question qui arrive sur le sujet derrière, c'est les données qui sont traitées par les outils IA dans l'écosystème Esri, est-ce qu'elles sont envoyées sur Internet? Quelle est la garantie de confidentialité qui est derrière ces transferts? Alors, j'en ai parlé, mais peut-être un petit peu vite. Tout ce qui est GeoAI, on parle de modèles que l'on entraîne ou des modèles préentraînés d'Esri que l'on récupère et qu'on exécute dans son environnement. Donc, il n'y a pas, là, il n'y a pas d'enjeu de confidentialité. C'est son infrastructure et les outils qu'on exécute sur son infrastructure. Lorsqu'on exécute ces outils de GeoAI sur ArcGIS Online, bah, effectivement, on les applique à des données qu'on a mis sur le SaaS ArcGIS Online. Donc, c'est des garanties de confidentialité et de sécurité qui sont inhérentes à la plateforme ArcGIS Online, hein, que les utilisateurs connaissent bien et pour lequel il y a toutes les garanties. En fait, cette question de confiance, elle se pose, et finalement de qu'est-ce qu'on envoie à Esri, elle se pose que sur la partie des assistants d'IA, c'est-à-dire tous ces assistants qui sont dans les différentes applications ArcGIS et auxquels on fait appel quand on a besoin de répondre à une question pour accéder à l'aide en ligne, quand on a besoin de générer un bout de code, une expression arcade, une expression SQL dans les applications. Là, effectivement, on écrit un prompt en langage naturel qui part vers Esri, et Esri exécute ça sur son infrastructure avec des services d'IA. Donc c'est là qu'il y a ces fameuses fiches de transparence hein, sur le Trusted Center ArcGIS, où Esri explique bien ce qui est fait. Et ce qui est fait, en fait, c'est rien. Il n'y a pas d'usage qui sont faits des prompts des utilisateurs. On reste dans un modèle éditeur où il n'y a pas de modèle économique d'Esri sur les données transmises par l'utilisateur. Donc tous ces prompts que vous avez utilisés, ils peuvent contenir des informations relatives à vos données et vos usages. Ils sont conservés dans un environnement de confidentialité, même si effectivement ces données arrivent sur des plateformes Esri pour exécuter le service d'IA qui correspond à cet assistant d'IA. Donc tout ça, c'est très documenté, on y tient beaucoup parce que c'est
c'est cet aspect de confiance dans les services d'IA qu'on met à disposition, en particulier donc sur ces assistants d'IA, c'est quelque chose qui est important de bien documenter, de bien décrire. Merci, nous arrivons à la fin de ce webinaire, mais il y a une dernière question que je souhaiterais que Eric vous pose. Peut-on modifier des modèles pré-entraînés avec l'assistant IA en lui demandant de compléter, adapter le modèle, par exemple avec d'autres dimensions? Peut-on intégrer un chatbot pour discuter avec les données des couches SIG et faire une requête textuelle d'analyse qui activerait certains modules ArcGIS automatiquement, par exemple Network Analyst? Oui, c'est bien le but de ces assistants d'IA, notamment il y en a un assez important qui va être l'assistant d'IA d'ArcGIS Pro, qui va permettre à terme de poser ce type de questions et de se voir proposer ce qu'on appelle un workflow avec différentes tâches, mais évidemment pour un certain nombre de tâches, de pouvoir lui demander de les exécuter automatiquement. Alors après, ça, c'est des assistants qui vont aider à faire des choses dans ArcGIS. J'avais l'impression que dans le début de la question, il y avait est-ce que je peux personnaliser un modèle préentraîné Oui, d'Esri? Là, c'est un petit peu différent. Les modèles préentraînés d'Esri, ils sont effectivement utilisables tels quels. On les prend, puis on les exécute en jeu de données. Parfois, les résultats sont satisfaisants. Parfois, ils ne le sont pas parce que selon l'échantillon de données sur lequel ils ont été entraînés, ça ne correspond pas forcément exactement aux données de l'utilisateur. Et donc là, il y a moyen, c'est le machine learning, le deep learning de manière générale qui nous permet de faire ça. Il y a toujours moyen, un modèle préentraîné, de le réentraîner sur un nouveau jeu de données. C'est ce qu'on appelle du transfer learning. Et effectivement, les outils d'entraînement qui sont dans ArcGIS Pro permettent de partir de zéro, mais permettent aussi de partir de modèles préentraînés et de spécialiser ce modèle. Et l'intérêt de faire ça, c'est que généralement, on a besoin de beaucoup moins de données que si on repartait d'un modèle, quand on repartait à zéro avec un algorithme et un jeu de données complet. Avec là où on parle de quelques milliers peut-être de données labellisées, là, avec quelques centaines, voire des fois un peu moins, on peut arriver à spécialiser un modèle préentraîné fourni par Esri pour qu'il fonctionne sur ces données. Alors bien sûr, il faut que ce soit des données qui soient proches. Si on parle de données qui classent en différentes classes, catégories des objets, il faut que ce soit les mêmes. Il y a quand même un certain nombre, pour faire du transfer learning, il y a quand même un certain nombre de contraintes qui font de rester dans la logique du modèle et d'aller simplement vers une spécialisation, un raffinement, je ne sais pas si ça se dit, mais de ce que fait le modèle à la base sur ses propres données. d'accord, très bien. Merci. Comme je le disais, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci à toutes et à tous pour les questions que vous avez posées, pour les échanges que nous avons eus. Alors, ce webinaire est enregistré, hein, la vidéo va être mise à disposition sur les différentes plateformes d'Arcité et d'Esri France sur les réseaux sociaux. Donc, vous pourrez retrouver à la fois les anciens webinaires sur la GeoIA et puis également celui-ci associé. Alors, n'hésitez pas non plus à revenir vers nous, à chacun d'entre nous, pour pouvoir échanger à la fois sur les services autour des SIG et de la GeoIA. Il y avait aussi des réflexions et des échanges sur des méthodologies particulières adaptées à telle ou telle thématique, mais aussi sur comment recevoir une documentation, comment être formé. Donc n'hésitez pas à revenir vers Arcité et puis vers Esri France pour ce qui est du service et pour ce que sont les outils et les différentes briques technologiques pour votre problématique d'intelligence artificielle au service de la donnée. Voilà pour ce webinaire. Je vous remercie à toutes et à tous. Merci Gaëtan, merci Niels pour avoir animé avec moi ce webinaire. Et puis, on se dit à très bientôt sur les différentes plateformes Arcité et Esri France. À très bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée.